La Renaissance en France se compose de 4 parties. Le style Louis XII, 1495-1530 environ, formant la transition entre le style gothique et la Renaissance. Puis 3 phases se démarquent jusqu'au début du XVIIe siècle, une première puis une seconde Renaissance française, s'achevant avec le maniérisme. La Renaissance française est le temps des peintres, des sculpteurs, qui ont été employés par des rois dont les plus emblématiques sont François Ier et Henri II. C'est l'époque de Léonard de Vinci qui finit sa vie au Clos Lucé, mais aussi de la création de l'école de Fontainebleau et de l'arrivée des Médicis à Paris au XVIe siècle. Contrairement à la période précédente, le principal protagoniste n'est plus l'entourage du roi, mais bien François Ier lui-même qui, se comportant en monarque humaniste, devient l'un des acteurs primordiaux de cette évolution stylistique. Si la façade des loges du château de Blois comporte une certaine modernité, par ses ouvertures en enfilade sur l'extérieur inspirées de la cour du Belvédère du Vatican, l'utilisation du modèle romain de Bramante se voit modifiée et soumise à la structure médiévale préexistante. En 1516, François Ier, roi de France depuis 1515, auréolé de sa victoire à Marignan, décide la construction d'un palais à sa gloire à l'orée de la forêt de Chambord. Le désir du roi est de réaliser une ville nouvelle à Romorantin et à Chambord un grand édifice dans le style néoplatonicien. Le projet se nourrit de l'humanisme d'Alberti, qui a défini les principes de l'architecture Renaissance dans son traité De Re Edificatoria, inspiré de l'architecte romain Vitruve. Il repose sur la géométrie, les rapports mathématiques et la régularité. L'aile royale, à la pointe nord de l'enceinte du château, est achevée en 1544. Une galerie extérieure portée sur des arcades et un escalier à vis sont ajoutés vers 1545, alors que se poursuivent les travaux de l'aile symétrique, aile de la chapelle, et d'une enceinte basse fermant la cour, à la manière d'une forteresse médiévale. Il est probable que Léonard de Vinci, installé à Amboise à la fin de l'année 1516, fut associé à sa construction, ainsi que l'architecte Domenico Barnabé di Cortona, dit Boccador. De style principalement Renaissance et classique, les premières traces d'un château à Fontainebleau remontent au XIIe siècle. Il témoigne de la rencontre entre l'art italien et la tradition française, exprimée tant dans son architecture que dans ses décors intérieurs. Ces particularismes s'expliquent par la volonté de François Ier de créer à Fontainebleau une nouvelle Rome et dans laquelle les artistes italiens viennent exprimer leur talent et collaborer avec les artistes français. Pour la décoration du château, il missionne Rosso Fiorentino, qui dessine le pavillon de Pomone, le pavillon des Poésies, la galerie basse et surtout la galerie François Ier. Le roi souhaite faire de Fontainebleau un foyer de l'art Renaissance. Il collectionne les objets d'art, commande des œuvres sur la mythologie, fait venir d'Italie des antiques. C'est ainsi que naît l'école de Fontainebleau, qui représente la période la plus riche de l'art Renaissance en France et inspire la peinture française jusqu'au milieu du XVIIe siècle, voire au-delà. La première école de Fontainebleau s'est formée autour de 3 décorateurs italiens, le Rosso, le Primatis et Niccolò dell'Abate, arrivés à Fontainebleau respectivement en 1530, 1532 et 1552. Ils sont tous 3 fort différents. Chacun est responsable d'une orientation particulière de l'école. Autour d'eux, quelques figures émergent. Parmi les Italiens, Luca Penni, parmi les Français, Antoine Caron. Jean Cousin le père ne travailla jamais à Fontainebleau, mais son style lui doit tout. L'œuvre aussi de François Clouet déborde le cadre de l'école de Fontainebleau, mais ces thèmes, qui furent maintes fois repris, invitent à l'inclure dans son histoire. Le Primatis joue le rôle d'un directeur des beaux-arts,
rien n'échappe à son influence, d'où sans doute cette frappante unité de style qui caractérise la première école de Fontainebleau. Il traduit et développe l'élégance sinueuse du Parmesan qui allie à la robuste expressivité de Jules Romain et à la force de Michel-Ange. La grâce et la complexité de la coiffure de Pénélope, ainsi que l'érotisme discret qui imprègne la scène, sont caractéristiques de l'école de Fontainebleau. La qualité de l'exécution renforce l'exceptionnelle délicatesse du sentiment. Le maître de Flore pousse à l'extrême l'élégance primaticienne sans jamais perdre la grâce raffinée de son modèle. Dans cette naissance de l'amour, le peintre représente sur le décor somptueux d'un lit doré couvert d'un drap bleuté semé de fleurs une grande figure immobile en premier plan qui s'oppose au jeu des silhouettes animées sur le fond. Niccolò della Batte est le dernier venu à Fontainebleau. Quand Niccolò arrive, le règne du primatis a déjà commencé depuis 20 ans. Une longue collaboration va lier les deux artistes. Lumières et couleurs extrêmes, arc-en-ciel et orages dansants leur confèrent un aspect onirique. Dans l'enlèvement de Proserpine, Niccolò della Batte représente la scène mythologique de plein air qu'il peignit pour le cabinet du roi. Le tableau représente simultanément l'abandon du panier du petit Moïse au courant du Nil et sa découverte sur une berge. Les figures longues et fines prennent des poses recherchées qui constituent un véritable répertoire maniériste. La teinte bleutée dominante est typique de la manière de Niccolò della Batte et elle sera adoptée par les peintres de l'école de Fontainebleau. Le paysage urbain est un hommage aux architectes gothiques du nord des Alpes. Dans cette œuvre, les trois nus sont unis au paysage. Sur des végétations houleuses se détachent des architectures légères au bord de rivages fantastiques. Niccolò sut donner au paysage une ampleur et un charme nouveaux. Ce monde évoqué, plus que décrit, d'une savoureuse fantaisie chromatique est transfiguré sous un éclairage de théâtre. Ainsi se réalise un des accords les plus difficiles de la peinture. Eva Prima Pandora est un tableau de l'artiste Jean Cousin l'Ancien et une des œuvres majeures de la Renaissance française. Une femme nue est représentée dans une grotte, allongée sur sa droite, le corps de face, la tête de profil. Cette représentation de la position du corps est typiquement italienne dans la posture comme dans le style, très allongée, et le profil du visage est néo-grec. Cette représentation italianisante du nu féminin, inspirée de l'école vénitienne, rappelle aussi la Dame au bain de François Clouet. En arrière-plan, une ville au bord d'un lac est représentée dans un brouillard gris-bleu-vert qui n'est pas sans rappeler la technique de sfumato de Léonard de Vinci. Ève, qui a apporté par le péché la mort à l'humanité, est la première Pandore à ouvrir le vase contenant tous les maux qui se sont répandus sur la terre. Le contraste entre le corps à demi bestial des satyres sylvestres et les chairs lumineuses de Diane et de ses compagnes dénudées pour le bain est typique du jeu des oppositions expressives chères au maniérisme. Les poses serpentines des corps offerts à la vue correspondent au code formel italianisant bien assimilé par l'école de Fontainebleau. Vénus est assise sur les linges froissés du bain qu'elle vient de prendre et se regarde dans un miroir tandis que son fils Cupidon lui présente son flacon de parfum. Ce tableau représente un exemple très raffiné du style bellifontain, marqué par des influences multiples. La grande galerie peinte longue de 55 mètres du château d'Oiron, une des plus importantes de France, illustre en 14 scènes le cycle antique de la guerre de Troie et de l'Énéide, travail attribué à Noël Jallier.
Noël Jallier réalise à sec les peintures de la Grande Galerie entre 1546 et 1549 en 14 tableaux accompagnés d'inscriptions et parsemés de chiffres, devises et emblèmes de Claude Gouffier, mécène de l'art et de la littérature. Son œuvre se rattache à cet art de la Renaissance qui prend les œuvres poétiques et particulièrement la poésie antique et l'épopée comme source d'inspiration. Par exemple, Primatis, dans sa galerie d'Ulysse à Fontainebleau en 1570. Cette idée est développée notamment chez Ronsard. Chenonceau, avec sa célèbre galerie à 2 étages qui domine le Cher, est l'un des fleurons de l'architecture du Val-de-Loire. Ses emprunts à l'Italie et ses caractéristiques françaises sont clairement perceptibles. Chenonceau est construit, aménagé et transformé par des femmes très différentes de par leur tempérament. Il est édifié par Catherine Brioncé en 1513, enrichi en 1547 par Diane de Poitiers, qu'il reçoit en cadeau d'Henri II, et agrandi sous Catherine de Médicis. Il devient un lieu de recueillement avec la reine blanche Louise de Lorraine. De par le grand nombre de personnalités féminines qui en ont eu la charge, il est surnommé le Château des Dames. Elle confie à l'architecte Philibert Delorme le soin de construire un pont reliant le château à la rive gauche afin d'y créer de nouveaux jardins. Il imagine un projet d'un pont de 5 arches en plein cintre, moins large et désaxé vers l'aval par rapport à la façade du château originel. La construction du pont se déroule de 1556 à 1559 sous la direction de son frère Jean Delorme. La reine Catherine de Médicis prévoit un grand projet pour Chenonceau digne de rivaliser avec les plus beaux palais. Elle fait appel à son architecte Jean Bulan et pour la mise en œuvre au maître maçon Denis Courtin. Les travaux commencent en 1576 par un bâtiment sur 2 étages avec un comble, élevé entre la librairie et la chapelle et assis sur une nouvelle voûte. Afin d'assurer la luminosité, la transformation de la façade principale s'avère nécessaire. Des baies sont percées au nord, doublant les ouvertures primitives. En décoration, des cariatides sont placées entre les fenêtres du rez-de-chaussée et celles du premier étage. Elle fait édifier sur le pont de Diane 2 galeries superposées, formant un espace de réception unique au monde et donnant au château son aspect actuel. Décrit par Balzac comme un diamant taillé à facettes serties dans l'Indre, Azay-le-Rideau est un des plus célèbres châteaux de la Loire. La porte d'entrée, semblable aux arcs de triomphe romains, est ornée des initiales de Gilles Berthelot et de sa femme, tandis que la partie inférieure des baies est décorée de la salamandre et de l'hermine, en référence au roi François Ier et à son épouse Claude. Relativement petit, le corps de logis s'articule en un corps principal et une aile en équerre, quadrillé de bandeaux horizontaux, entourés par l'Indre et par un parc boisé. Il dispose de 3 étages de baies jumelées, formant des loggias et un fronton ouvragé composé de plusieurs ornements à la mode italienne, colonnes, pilastres, coquilles, médaillons, etc. Les volets portant le plafond de l'escalier d'honneur sont ornés de caissons encadrant des médaillons sculptés représentant des visages et des bustes de personnages vus de profil. Les jardins actuels ont été profondément réaménagés au XIXe siècle par les Biancourt, qui les redessinent en un grand parc paysager. Au sud et à l'ouest, ils sont dotés de 2 miroirs d'eau, héritage symbolique d'anciennes douves. Le château de la Rochefoucauld, situé à la Rochefoucauld en Charente, est un château Renaissance construit en grande partie vers 1520 à l'emplacement d'une forteresse féodale du XIe siècle dont on a conservé les tours. Ce château Renaissance conserve les éléments du château précédent,
en particulier le donjon et les tours. Le grand escalier est la pièce maîtresse du château. De type traditionnel en vis avec un noyau puissamment torsadé, décoré de panneaux à moulures géométriques qui rappellent à la fois Blois et Chambord, cet escalier hélicoïdal s'inscrit dans un carré et se termine par un palmier d'ogive. Cas unique en France, on peut remarquer l'architecture de la cour et notamment l'étonnant décor d'un cortile à l'italienne, tapissé de portiques à arcades sur 3 niveaux selon un modèle italien. L'édifice est entouré de hautes tours rondes dont les plus anciennes forment le Châtelet qui défend l'ancien pont-levis. Le donjon reste bien visible tant de l'extérieur du château que de l'intérieur de la cour. L'hôtel de Bernuy se situe dans la rue Léon Gambetta, dans le centre de Toulouse, et fut construit de 1503 à 1536. Jean de Bernuy, venu d'Espagne, était un des commerçants les plus riches de Toulouse ayant fait fortune dans le commerce du pastel. L'édification de l'hôtel se fit en 2 campagnes de construction. La première met en œuvre l'architecture gothique de 1503 à 1520. Le portail de style gothique flamboyant porte la devise de Jean de Bernuy, « Si Deus pro nobis », début d'une phrase de la Bible signifiant « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» La deuxième campagne, édifiée de 1530 à 1536, est représentative de la première Renaissance. Les bâtiments de la cour furent conçus par l'architecte et sculpteur Louis Privat, qui sut combiner discrétion classique et style espagnol. Sur la galerie haute, les fenêtres présentent pour la première fois à Toulouse des colonnes corinthiennes. La grande voûte surbaissée est le morceau d'architecture le plus extraordinaire de cette cour. Les cloisons des caissons, comme les roses pendantes en leur centre, ne suivent pas la courbure de la voûte, mais sont strictement verticales. De longues colonnes candélabres donnent une exceptionnelle monumentalité à la cour, dont le prestige est encore rehaussé par l'emploi abondant de la pierre, matériau luxueux à Toulouse de par sa rareté et son prix. Dernier des grands palais qui furent bâtis sur les bords de la Loire, au XVIe siècle, le château de Villandry apporte une touche finale aux recherches de la première Renaissance française en annonçant les réalisations d'Ancy Lefranc et d'Écouen. Tout en créant un renouveau, la conception architecturale de Villandry, inédite pour l'époque, va marquer un véritable trait d'union entre la première et la seconde Renaissance française. Les 2 ailes latérales reposent sur des galeries d'arcades en anse de panier. L'alignement des grandes croisées sont encadrés de pilastres surmontés de lucarnes à tympan concave, typiques de la première Renaissance. Grâce aux fenêtres flanquées de pilastres, laissant un trumeau vide entre elles, on obtient un rythme alterné entre baies ouvertes et travées aveugles, créant un jeu original entre les pleins et les vides, qui sera repris par Sébastiano Serlio au château d'Ancy-le-Franc. Les jardins d'une remarquable beauté, en harmonie avec la nature et la pierre, fait de ce palais l'une des expressions les plus abouties de la première Renaissance française. Les jardins de la Renaissance française, inspirés à l'origine par ceux de la Renaissance italienne, a évolué par la suite pour donner naissance au style plus grandiose et plus formel du jardin à la française sous le règne du Louis XIV. Ils devinrent une extension des châteaux qui les entouraient et furent conçus pour illustrer des idéaux de mesure et de proportion de la Renaissance et pour rappeler les vertus de la Rome antique. À l'origine, la partie essentielle était un potager à usage décoratif doté de plantes exotiques provenant de divers pays d'Europe et d'Amérique. Les jardins de la Renaissance passent de l'enclos utilitaire, tout chargé de symboles chrétiens, à de larges perspectives utilisant le vocabulaire païen et dont le but principal est la seule délectation, le plaisir.
Leur histoire est aussi le reflet de la botanique par l'introduction de nouvelles espèces, une approche de plus en plus scientifique et l'évolution des théories et des pratiques culturales. Les références iconiques ne sont plus qu'exclusivement classiques. Elles appartiennent à la mythologie par l'emploi de la symbolique, des thèmes illustrés, de la statuaire. Les jardins ont aussi une dimension politique. Les grands jardins sont destinés à la gloire du maître des lieux et l'évolution de l'art de vivre se fait dans le cadre des fêtes et de fastueux banquets. Ils sont caractérisés par des plates-bandes ou parterres symétriques et géométriques, des plantes en pot, des allées de sable et gravier, des terrasses, des escaliers et des rampes, des eaux courantes sous forme de canaux, des cascades et des fontaines monumentales et par l'usage de grottes artificielles, de labyrinthes et de statues de personnages mythologiques. Pour la sculpture, François Ier s'est notamment procuré les services de Benvenuto Cellini, dont l'art a influencé toute la statuaire française du XVIe siècle. La deuxième partie du XVIe siècle voit le maniérisme tempéré dominer, malgré une forte tendance au réalisme. Germain Pilon, né vers 1528, est un sculpteur et médailleur français. Il est, avec Jean Goujon, l'un des plus importants sculpteurs de la Renaissance française, participant notamment à la réalisation des tombeaux des derniers Valois. On remarque le tombeau d'Henri II et de Catherine de Médicis, ainsi que le tombeau de cardinal René de Birague de Germain Pilon, dont l'intensité dramatique rappelle parfois Michel-Ange et annonce le style baroque. Jean Goujon est un sculpteur et un architecte. Il est l'un des premiers artistes dont l'œuvre s'inspire directement de l'art antique et de la Renaissance italienne. Il est né à Rouen en 1541 et en 1547, il participe à l'illustration de la première édition française de Vitruve et entreprend les décors pour l'entrée d'Henri II à Paris, nymphe de la Fontaine des Innocents. Il collabore ensuite avec Pierre Lescot au Nouveau Louvre, façade et tribune des Cariatides. Sculpteur et architecte, il est l'un des premiers artistes dont l'œuvre s'inspire directement de l'art antique et de la Renaissance italienne. Il sut soumettre sa sculpture, surtout les bas-reliefs, au cadre architectural dans lequel il devait s'inscrire. C'est la preuve que l'art italien l'a influencé directement, sans l'intermédiaire de l'art de Fontainebleau. Ces drapés révèlent une connaissance de la sculpture grecque répandue dans l'ensemble de la France par des gravures réalisées par des artistes de l'école de Fontainebleau. Ces figures sont ovales, sensuelles et fluides. La Diane d'Annette ou Diane appuyée sur un cerf ou encore Fontaine de Diane est une sculpture de marbre représentant Diane de Poitiers en déesse Diane. Diane, déesse de la chasse, est représentée assise, tenant un arc dans une main et entourant le cou d'un grand cerf de l'autre. C'est l'une des premières statues de la Renaissance, c'est aussi la première grande sculpture de nu et la première grande sculpture de jardin. Voilà, c'est la fin de ce petit film consacré à la première Renaissance française. Avec le style Louis XII et la seconde Renaissance, il forme le triptyque de la naissance de l'art français.